Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires, des rêves différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Perron, fondateur de Néo Horizon et Néo Bien-être. Bonjour Julien. Bonjour Inda. Bienvenue dans Interview sur RTV. C'est une joie de vous accueillir. On va justement vous découvrir votre parcours et puis vos projets. Avant de parler et de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous justement vous présenter et nous présenter aussi votre parcours professionnel? Ok, alors moi j'aime bien me présenter comme un jardinier de manière métaphorique parce que j'ai créé mon entreprise en 2003. Et j'ai vraiment le sentiment de semer des graines autour de moi, d'inspirer les gens. Et donc voilà, si on devait donner une définition, j'aime bien jardinier. Après, maintenant, avec le temps, une vingtaine d'années, j'ai plusieurs casquettes. Ouais. Je suis réalisateur et producteur de films. On crée des événements aussi avec le congrès Innovation en éducation qui a lieu là pour sa 5e édition à Bordeaux au mois de février. On a créé le festival pour l'école de la vie. Je suis aussi créateur de jeux. On a créé un jeu de cartes qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous, qui est issu du film que j'ai réalisé qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous et qui est sorti en 2017. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, il est en accès gratuit sur YouTube. Vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous et vous pourrez le regarder. Je suis évidemment chef d'entreprise, mais j'aime bien dire que je suis un chef d'entreprise intuitif, parce que tout ce que je fais jusqu'à présent, c'est vraiment de manière purement intuitive. Je suis maintenant auteur, parce que j'ai écrit un livre qui va sortir en juin 2023, donc là cette année, auprès de la maison d'édition Erol, et qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi. Et puis je suis conférencier, j'allais dire international, parce que c'est vrai que je donne des conférences un peu partout, mais quand même beaucoup en français. Voilà, pour essayer de me définir. Et puis on a créé surtout 2 grosses marques, la marque Innovation en éducation et la marque C'est quoi le bonheur pour vous, qu'on a décliné respectivement en un congrès, un podcast, des livres, des magazines, etc., etc. Voilà, pour me présenter brièvement. Alors, Julien Perron, à travers vos recherches, vos différentes rencontres à travers le monde, parce que vous avez beaucoup voyagé, vous voyagez sûrement encore beaucoup, c'est quoi le bonheur pour vous? Quelles sont les réponses qui sortent le plus souvent? Alors, ce qui est ressorti le plus souvent, donc il faut se remettre dans le contexte. Donc le film, il est sorti en 2017 et je l'ai commencé la réalisation en 2014 précisément. Et donc j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays en leur posant la question c'est quoi le bonheur pour vous? Et donc ce qui est ressorti de ça, parce qu'il y a plusieurs choses, mais on va dire les notions les plus importantes, c'est le lien social. C'est vraiment la dimension, j'allais dire, la plus importante pour tendre vers le bonheur. Le deuxième point, c'est de donner du sens, de se sentir utile en fait dans notre société et de mettre à contribution qui on est, mais pour quelque chose qui nous dépasse en fait, pas pour nous quoi, pour par exemple être bénévole ou en tout cas se sentir vraiment utile quoi. Ça c'est vraiment les 2 grosses notions qui ressortent de cette étude, j'allais dire, parce que c'est un peu comme une étude. Et sinon au niveau des définitions que les gens peuvent donner, c'est le sous-titre de l'époque. 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions, maintenant on est 8 milliards. Et je pense qu'on a vraiment chacun une définition très particulière de cette notion du bonheur. Je suis sûr que si je reprenais la route et que j'allais encore aller interviewer les gens pour leur poser cette question, j'aurais encore des définitions différentes. Il y a des troncs communs, évidemment, on parle quand même souvent de famille, d'amitié, d'amour, etc. Mais globalement, d'ailleurs, j'invite les gens à faire l'exercice parce que c'est super sympa de discuter de ça avec les gens en fait qui nous entourent. Vous allez voir en fait quand même, on a quand même une vision différente. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que moi je pensais qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient me dire gagner au loto, être milliardaire, être millionnaire, en gros ce rapport à l'argent. Et en réalité, il y en a quand même très très peu qui m'ont parlé de ça quoi. Donc voilà. Après moi, ma définition, elle a pas changé. Mais sans spoiler le film, je donne justement ma définition à la fin du film C'est quoi le bonheur pour vous? Et pour essayer de rapprocher un peu à la définition, ce qu'il faut imaginer, c'est plutôt le contexte dans lequel moi j'ai créé mon entreprise à l'époque. Donc c'était en 2003, j'avais 23 ans. J'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris sans ascenseur, c'est très important. Et j'ai imaginé plein de choses avant de créer mon entreprise et notamment de déterminer mes besoins en fait. Je me suis dit mais c'est quoi tes besoins Julien pour être bien dans ton corps, être bien dans ta tête puis être heureux quoi. Donc c'est un peu répondre à la question c'est quoi le bonheur pour vous? Et en fait mes besoins
ils n'ont pas réellement changé, ils sont restés les mêmes avec toutes ces années qui se sont écoulées. Moi, j'ai besoin de manger, de dormir, d'être en contact avec les gens, l'amour, l'amitié, bien évidemment. J'accorde beaucoup d'importance à la nature, donc j'aime beaucoup me retrouver en pleine nature, idéalement seul. Les voyages, évidemment. Et voilà, ce serait un peu ça, en fait, ma définition du bonheur. Est-ce qu'on peut dire, Julien, que vous avez trouvé votre bonheur aujourd'hui? Disons que je le cherche pas. Alors, je me sens en tout cas très épanoui et très heureux parce que j'ai vraiment le sentiment de vivre ma vie de rêve, comme on peut le dire. Quand j'ai créé mon entreprise, parmi les questions que je me suis posées, il y avait cette fameuse question, quels sont mes besoins? Mais c'était aussi de comment je peux assouvir ce qui me permet moi aussi d'être heureux dans mon quotidien. Et donc là, en fait, je fais un peu ce que je veux. Ouais, je crois que vraiment, je suis très heureux. Alors, est-ce que je me sens pas en recherche de bonheur, mais je pense que je suis en plein dedans. En tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être, j'allais dire d'être très chanceux. En même temps, la vie que je rêve, c'est que je me la suis créée, donc c'est pas de la chance non plus. Mais oui, je suis très heureux de vivre cette expérience terrestre et d'être en accord, mais vraiment à 100% avec qui je suis, avec ce que je dis, avec ce que je fais. Ouais, c'est vraiment un beau cadeau de la vie. Et justement, à travers toutes ces expériences, cette richesse, hein, au contact de la nature, au contact des gens, tous ces échanges-là, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous suivent et qui vous regardent aujourd'hui dans cette émission interview et qui sont en permanence dans une souffrance parce qu'ils sont à la recherche du bonheur. Mais en réalité, ils n'arrivent pas à mettre une définition sur leur bonheur. Ils savent qu'ils sont malheureux, ils sont constamment dans l'attente de ce bonheur. Mais quel bonheur? Ouais, je comprends. En tout cas, ça vient résonner avec plusieurs choses que vous dites. Donc, pour rentrer un peu dans les détails, j'ai eu des périodes de ma vie qui ont été extrêmement compliquées et difficiles, dont notamment une période où j'étais SDF pendant un peu plus de 6 mois. C'était en plein hiver à l'époque. Et donc, c'était une période qui était quand même pas très évidente. Mais je me suis aperçu de plein de choses. Déjà, en fait, je me suis aperçu que j'ai développé une forme d'optimisme à toute épreuve. Et surtout à l'époque, quand je discutais avec les gens qui vivaient la même chose que moi, je voyais que ils étaient un peu résignés, en fait, qu'il n'y avait plus de lumière dans leurs yeux, comme s'il y avait une forme de fatalisme, quoi. Alors que moi, je me suis toujours dit que j'allais m'en sortir et que j'allais trouver une solution. Et je vois bien, en fait, que dans tout ce que je fais aussi maintenant, dans mes activités, parce qu'évidemment, tout n'est pas rose. Il y a des moments où c'est compliqué, où je pose le genou à terre. Il y a beaucoup de questionnements. J'essuie aussi des échecs. Et à chaque fois, en fait, je me relève, j'essaye différemment, j'ouvre d'autres portes, je réfléchis différemment. Et donc, je crois qu'on est à peu près tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que nos vies respectives, donc je réagis de manière un peu globale, soient totalement linéaires. On passe tous par des hauts et par des bas, parfois par des moments qui sont un peu tragiques, des fois des situations très compliquées comme moi j'ai pu le vivre, puis plein d'autres. Et je pense que s'il y a des gens qui vivent des situations un peu comme ça, ou qui se reconnaissent dans ce que je dis, où là, en fait, ils sont à un niveau de leur vie où, non, il n'y a pas de niveau de bonheur et c'est très compliqué. Je crois que le point qui va être vraiment déterminant et ce qui, moi, m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'essayer de commencer à acter dès maintenant, de commencer à s'occuper de vous, en réalité, quoi. Et donc, quand j'entends par s'occuper de soi, c'est de trouver, en fait, tous les outils qui vont être bons pour nous, en fait. Ouais. Je reprends cette citation d'un esprit sain dans un corps sain. Et je vois bien que toutes ces habitudes que j'ai mises en place, en réalité, depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, je crois, m'aident encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est complètement intégré dans ma vie, même quand, du coup, j'ai des situations qui sont difficiles, des événements qui ne sont pas forcément simples à gérer. Je vois bien que le fait de m'occuper de moi me permet déjà d'avoir un regard très différent sur la situation, de l'aborder de manière différente, et donc, du coup, de toujours trouver quelque chose de positif, en tout cas d'en sortir quelque chose de positif et que ça m'aide après par la suite. Et s'occuper de soi, j'en parle d'ailleurs dans le livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» en chemin vers soi. Pour moi, ça passe par des basiques qu'on a complètement oubliés en réalité, tellement ils sont simples. Et en fait, c'est notre alimentation, faire du sport, faire attention à son sommeil, être en connexion souvent avec la nature, justement, pratiquer des exercices de relaxation, 10 minutes par jour, ça suffit. Rien que ces 5 points-là que je viens de citer, on pourrait en lister d'autres. Si on les applique vraiment scrupuleusement, avec beaucoup d'attention, beaucoup de rigueur dans notre quotidien, ça change déjà tout, c'est-à-dire que vous serez déjà bien dans votre corps et donc bien dans votre tête. Et donc, si j'isole juste un paramètre, par exemple l'alimentation, on ne nous a pas appris à manger sainement. En fait, on ne nous a pas appris à manger bien. Je reprends la citation d'Hippocrate qui disait que notre aliment soit notre première médecine. Et ça, on l'a totalement oublié. Et c'est une
vraie réalité. Moi, je peux vous le dire parce que j'en témoigne, je le vis depuis une trentaine d'années. Je ne tombe pas malade, notamment grâce à l'alimentation, mais aussi parce qu'en parallèle, je fais du sport toute la semaine, parce que aussi, je me couche tôt et donc du coup, je fais attention à mon sommeil, je me réveille sans sonnerie, etc., etc. C'est vraiment quelque chose de multifactoriel. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être par l'alimentation, ça peut être commencer aujourd'hui par faire du sport et en faire régulièrement, ou peu importe ce que ça va être, mais de conscientiser qu'on a cette responsabilité citoyenne déjà de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Et ça passe par ces paramètres qui sont mais vraiment la base de tout. Elles sont tellement la base, à mon sens, qu'on devrait vraiment les enseigner et en tout cas le transférer, semer les graines le plus tôt possible sur les bancs de l'école et que les parents aussi, forcément, fassent source d'inspiration et inspirent leurs enfants aussi à faire la même chose, quoi. Donc voilà, pour les gens qui ne sont pas bien, commencez déjà par prendre soin de vous, par des petits gestes comme ça du quotidien qui passent par l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, des exercices de relaxation, etc. À l'heure d'aujourd'hui, je ne vous aurais pas dit la même chose en 2003, mais à l'heure d'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut autour de nous pour prendre soin de soi. Des livres en pagaille, des conférenciers, des formations. Vous allez sur YouTube, il y a plein de choses. En fait, on est entouré de solutions. Donc, si vous voulez commencer, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup, en fait, le mot conscientiser. Parce que c'est important, justement, de revenir dans la pleine conscience. Je conscientise les choses, tout ce que je fais. Et surtout, de vivre en conscience, c'est aussi cette connexion avec la nature, avec les animaux, mais aussi c'est l'émerveillement. L'émerveillement du soleil, justement de la beauté de la vie, de la beauté d'un arbre, de ses fleurs. Et c'est ça, en fait, je pense que on a chacun notre définition du bonheur, mais le plus important, c'est d'être en accord avec soi. Je pense que c'est ça, Julien. Mais oui, c'est vraiment tout ce que je remerciais tout à l'heure quand je donnais ma définition du bonheur. Je suis tellement heureux en fait d'être vraiment en corrélation avec qui je suis profondément. Mais pour en arriver là, évidemment, il faut apprendre à se connaître. C'est-à-dire que ça passe par cette grande enveloppe qu'on appelle le développement personnel ou la connaissance de soi, qui n'est pas du tout intégré dans notre culture. Il y a très peu de sociétés en France et très peu de pays dans lesquels la connaissance de soi est vraiment intégrée comme culturellement, quoi, globalement. Donc il y a tout un cheminement qu'on doit chacun faire de notre côté, parce que chacun a un chemin qui lui est propre, qui est très particulier. D'où, à mon sens, la nécessité d'accompagner les enfants le plus tôt possible sur leur propre chemin. Donc oui, effectivement, l'émerveillement en fait partie. Moi, je suis, comme je le soulignais tout à l'heure, mais je ne l'ai pas développé, je suis très souvent dans la nature. Ouais. J'aime beaucoup randonner, je pratique du surf aussi, et du snowboard. Donc je suis très souvent connecté avec les éléments naturels qui nous entourent. Je suis venu m'installer à Montpellier notamment parce que je trouvais qu'à Paris, il me manquait ces éléments-là. Mais quand j'habitais à Paris, parce que j'y suis habité à 34 ans, pendant 34 ans, et donc là, ça va peut-être faire écho avec des gens qui habitent dans des grandes villes. Bon, voilà, c'est plus compliqué dans les grandes villes. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je faisais 1h30 de vélo par rapport à là où j'habitais pour aller au Bois de Boulogne, pour aller méditer très régulièrement auprès d'un arbre. Donc ça demande des efforts, évidemment. Je pense que d'ailleurs, je le voyais bien à l'époque, mes potes me prenaient pour un dingue. Il y a très peu de gens en fait qui faisaient ça, mais moi je le faisais. Pourquoi? Parce que je sentais en fait que ça me faisait du bien, mais sans l'expliquer. En fait, je sentais que ça m'apaisait. Et maintenant, avec le recul, je me dis que ça me permettait sûrement de sortir de la tête de l'eau, parce que c'est vrai que quand on habite dans les grandes villes comme ça, on peut avoir une espèce de poids comme ça sur les épaules. Ouais. C'est des énergies qui sont quand même assez lourdes en fait dans les grandes villes parce que tout va très vite et donc c'est pas évident de s'extraire comme ça de cette agitation quotidienne. Et donc voilà, je vois maintenant avec le recul que ça me faisait vraiment beaucoup de bien et que ça m'apaisait. Donc quand on habite dans des grandes villes, moi j'allais au Bois de Boulogne parce que j'habitais à Paris, mais des fois aussi je me rendais dans des parcs. Donc dans n'importe quelle grande ville, il y a des parcs. Donc, ce que je souligne, en fait, c'est de nous dire que même si on habite dans des grandes villes, il y a toujours des coins de nature en réalité quelque part. Ouais. Et donc, c'est bien de s'en rapprocher. Alors après, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien un peu sortir de votre zone de confort, il suffit d'enfourcher votre vélo et puis voilà, vous allez trouver assez rapidement un coin de campagne en sortant de votre ville, quoi. Donc, et ça, c'est vraiment important de le faire. Moi, je le fais encore ici à Montpellier. Là, c'est différent, mais quasiment tous les jours. J'arrête de travailler à 4h30 de l'après-midi, expressément justement, pour aller vivre des moments comme ça en pleine nature. Donc je prends mon vélo une fois de plus. Bon là, l'environnement change, hein. Je fais 40 minutes de vélo et j'arrive au bord de mer. Et voilà, quand j'étais à Paris, c'était le Bois de Boulogne. Donc
C'est vraiment important de ramener la Ouais. nature dans notre vie. En fait, on s'est totalement écarté d'elle, alors que à la base, hein, si on remonte à l'époque de Cro-Magnon, on était totalement intégré. On faisait vraiment partie d'elle, quoi. Donc là, on s'est approprié la nature en faisant un objet. On voit bien que les choses changent, hein, évidemment. Il y a de plus en plus de conscience au niveau de l'environnement. Mais Mm. c'est vrai que ça fait partie des piliers pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps. Donc, de se reconnecter à la nature. Et je pense aussi d'avoir ces moments de solitude avec soi-même pour apprendre à se connaître, à ressentir, à suivre ses intuitions aussi. Je pense que c'est ça. Et puis, quand on est dans un environnement anxiogène, hein, comme ce que vous dites, les grandes villes, Paris et d'autres grandes villes qui n'ont pas cette chance d'avoir des plages, des montagnes, tout ce qui va amener justement à cette conscientisation de ce que l'on est et c'est l'importance justement de se reconnecter à soi, à la nature, à l'environnement pour être réellement dans l'être et non le paraître. Je pense que c'est ça aussi, le cheminement qui nous amène à prendre conscience de ce que l'on est réellement et pas de ce qu'on essaie de nous faire croire. Oui, il est très important de prendre du recul. Vraiment, très très important. Moi, je le fais encore régulièrement dans mon quotidien. Très souvent, en fait, je m'extrais de la ville de Montpellier pour aller très souvent en pleine campagne. Je pars avec ma tente et donc j'aime bien dormir sous ma tente comme ça à la belle étoile. Et généralement, après, je vais rester peut-être 1 ou 2 nuits en fonction évidemment du temps et des disponibilités que j'ai. Et si c'est pas le cas, je vais me débrouiller pour m'extraire en fait et pour sortir, quoi. Et donc ça va avec cet effet très important d'être seul, parce que donc moi je le mesure, ça fait plus de 25 ans que je me balade comme ça à travers la planète, et je vois bien que quand je pars avec quelqu'un et quand je pars seul, c'est deux atmosphères complètement différentes. Quand je pars seul, je suis complètement connecté avec qui je suis, Ouais. parce que j'ai pas d'autre choix. Je suis Mm. connecté évidemment avec l'environnement dans lequel je me trouve et avec les gens que je vais croiser aussi sur mon parcours, ce qui est très différent quand on part avec quelqu'un. Et ça me permet, ce que j'appelle moi, de me poser les bonnes questions. Et vous voyez, ça fait quand même plus de 30 ans que je pratique ça, et je suis toujours en plein questionnement comme ça quand je pars. Parce que c'est vraiment fondamental de se poser des questions, j'allais dire un peu existentielles, voire même pourquoi pas philosophiques. Mais les questions existentielles qui me viennent à l'esprit, c'est déjà, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que le métier que je fais me plaît? Si je suis en couple, est-ce que je suis en couple? Si j'ai fait des enfants, est-ce que ce rôle de père ou de mère me convient? Comment je pourrais m'améliorer? Etc., etc. En fait, tout un tas de questions qu'en Mm. réalité, dans notre vie quotidienne, on ne peut pas se poser. En tout cas, non pas qu'on ne peut pas, mais la société nous fait croire qu'on ne peut pas en fait se poser Ouais, ces c'est ça. questions, Ouais. parce que tout est agitation en fait, tout est organisé pour que ça aille vite et qu'on réfléchisse pas trop. C'est Et le ça. seul moyen justement de s'arrêter, de faire une pause et de réfléchir, c'est de voyager. J'entends par voyage, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Une fois de plus, hein, moi quand j'habite Montpellier, en 40 minutes je suis dans les Cévennes et donc je me retrouve en pleine nature, c'est largement suffisant. Mm. L'idée c'est vraiment de se retrouver avec soi-même et en fait voilà, sans qu'on le veuille de toute façon, le flot de pensée qu'on a au quotidien va apparaître comme ça par magie parce que dans notre vie du quotidien, tout ça, ça s'évapore, on le voit pas ou on veut pas le voir. Mm. Et voilà, quand on se retrouve seul comme ça, tout ça, ça arrive. Et donc, quand on revient systématiquement, et à chaque fois, en fait, même quand je pars qu'une seule nuit comme ça, quand je reviens, je sens bien que ça m'a fait du bien et je sens bien que je suis pas le même. C'est-à-dire que ça m'a permis, d'une manière ou d'une autre, de répondre à des questionnements, parfois pas de manière directe, Mm. mais je vais avoir des réponses à mes questions après dans la semaine, par exemple, quoi. C'est ça. Et ça, c'est une constante qui est vraiment liée à tous les êtres humains, peu importe où on se trouve dans notre pays. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup ces 10 dernières années pour que ça soit vraiment transmis et enseigné le plus tôt possible dans les écoles, que les parents puissent transmettre ça aussi à leurs enfants. Justement, innovation, éducation, vous pouvez nous en parler? Oui, alors la marque Innovation et l'Éducation, je l'ai créée maintenant, ça remonte à 2014. Parce qu'on a créé un congrès qui s'appelle le Congrès Innovation et l'Éducation. Donc là, la 5e édition, c'est le 18 et le 19 février à Bordeaux. Et de ce congrès, on a découvert en fait qu'il y avait beaucoup, j'ai un chat, hein. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient à l'éducation et qui notamment en fait se posaient énormément de questions sans avoir de réponse. Et donc du coup, on a créé cette marque pour décliner plusieurs leviers, plusieurs supports ou outils pour amener justement la connaissance et pour médiatiser davantage tout ce qui se passe dans le monde de l'éducation.
Donc Ouais. le congrès, lui, c'est des conférences et des débats. Donc il y Mhm. a 10 conférences et 10 débats, et il y a 700 personnes qui viennent de la France entière, mais aussi d'autres pays, d'ailleurs de Maroc, de Tunisie aussi, et d'Afrique qui viennent, pour qu'on puisse justement tous échanger, tous débattre autour de cette importance qu'est l'éducation dans chaque pays. Mhm. Et puis tout le reste, c'est un podcast. Donc on a créé un podcast qui s'appelle Innovation en éducation, qui est accessible sur toutes les plateformes pour écouter des podcasts, Deezer, Spotify, etc. Mhm. On a créé un magazine papier qui s'appelle Innovation en éducation, qui est distribué maintenant dans 40 pays. On a 7000 abonnés. Et donc là, c'est un principe de magazine, sauf qu'il n'y a pas de pub à l'intérieur. C'est 80 pages, que du contenu, sans publicité, où on parle d'un thème très précis. Là, le dernier magazine qui est sorti, c'est toutes les perles qu'on n'apprend pas assez à l'école. La bienveillance, Ouais. l'empathie, l'entrepreneuriat, etc., etc. Et donc, le magazine sort tous les 2 mois. C'est un magazine qui est 100% aussi éco-responsable. Donc, c'est aussi une démarche pour nous qui était importante. Et puis, on a créé une académie qui s'appelle l'Académie Innovation et l'Éducation, où là, on crée des formations audio pour accompagner les futurs parents. Et donc, la première qu'on a créée, ça s'appelle Le parent parfait n'existe pas, où là, on s'est rapproché de 15 professionnels qui sont tous et toutes spécialisés dans leur domaine pour essayer d'apporter un maximum d'informations aux futurs parents avant de se lancer. Voilà. Je pense que c'est important parce qu'on se rend compte que les enfants d'aujourd'hui sont hyper connectés, hyper avancés. Ils sont, vraiment, je pense qu'ils ont une intelligence qui est complètement différente des enfants, enfin de nous avant. Hein. Là, ils sont, comme vous dites, tout va vite et eux-mêmes vont vite. Et en fait, le système éducatif qu'on connaît scolaire, il est important qu'il s'adapte et qu'ils puissent avoir une formation, c'est-à-dire les enseignants doivent être formés à cette nouvelle énergie, à cette nouvelle génération d'enfants hyper connectés et qui ont besoin justement d'apprendre ces valeurs, parce qu'il y a aussi une perte de valeur. Donc aujourd'hui, il est important de remettre, de revenir à la source, de remettre la nature, de remettre les valeurs humaines, la bienveillance, la tolérance, le non-jugement, la non-violence, parce qu'on se rend compte que là, maintenant, on voit de plus en plus de jeunes, malheureusement, se faire poignarder, se faire tuer, et c'est devenu un acte où, c'est devenu, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont des armes. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver notre jeunesse, ces enfants qui sont complètement perdus et qui ne retrouvent pas leur identité première? Eh ben, oui, en fait, tu le dis justement, et c'est pour ça que nous, on met beaucoup d'énergie dans l'éducation, c'est que tout part de l'éducation. J'en suis arrivé à cette conclusion parce que à chaque fois que je revenais d'un pays, donc il y a à peu près 6 mois de l'année où je me balade un peu partout, et à chaque fois à l'époque, quand je revenais d'un voyage, je me disais, en fait, c'est dingue quand même, comme tout part de l'éducation, quoi. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, d'ailleurs, j'invite les gens qui nous regardent justement à réfléchir à ça. Si vous avez d'autres solutions, je veux bien, mais si on veut que notre société soit différente, si on veut plus d'amour, plus de bienveillance, d'empathie, de bon sens dans notre société, en réalité, ça part de l'éducation. Ouais. Et une fois de plus, c'est pas que l'école ni les parents, c'est quelque chose de sociétal. Donc, il y a beaucoup d'énergie pour moi à injecter dans ce secteur-là, dans l'éducation, de tout à chacun. Parce que c'est le levier par excellence. Nelson Mandela le disait aussi mieux que moi, c'est notre arme la plus puissante, en réalité, pour changer le monde. Et donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, j'aimerais mettre quand même une note positive derrière tout ça, parce que maintenant, ça fait 10 ans, nous, qu'on se mobilise et qu'on fait beaucoup de choses. Il y a vraiment quelque chose de très positif à retenir, c'est que déjà, il y a à peu près 50% des enseignants qui vont dans cette direction, c'est-à-dire qui essayent d'amener le domaine de la connaissance de soi dans leur classe, et donc qui essayent, en fait, qui mènent un peu comme un chercheur qui teste des choses avec ses élèves et qui voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc 50% sur un vivier qui représente globalement 1 million de salariés. Les enseignants, c'est 1 million de salariés à peu près. Donc c'est quand même pas rien. Et puis après, il y a les 50% autres qui sont pas encore prêts, mais qui, je pense en tout cas de manière optimiste, se laissent inspirer par les autres qui essayent des choses. Et puis globalement, il y a aussi tous les acteurs qui sont tout autour de l'éducation nationale, dont on n'entend pas parler. Et donc c'est aussi pour ça que nous, on met beaucoup d'énergie, c'est qu'il y a énormément de solutions, plein de professionnels, plein d'outils créés par des gens comme vous et moi, en fait, comme par des citoyens, et des outils qui fonctionnent super bien pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Pour donner un exemple, pour que ça soit très parlant, je connais une dame qui s'appelle Anne-Marie Guignard et qui a créé une méthodologie
qui s'appelle Défi 9. Donc c'est un défi, le défi est le chiffre 9, et qui permet à n'importe qui, en 2 semaines, de ne plus faire de faute d'orthographe. Donc cette méthodologie, elle est extraordinaire. Je crois que ça fait une dizaine d'années qu'elle propose ça. Elle a écrit des livres, elle donne des conférences un petit peu partout dans le monde. Mais je pense que vous n'aviez pas encore entendu parler d'Anne-Marie Guénière, et pourtant, je peux te dire qu'elle est très connue. Elle est même passée sur une émission avec Frédéric Lopez, qui a été vue par quelques millions de personnes, quoi. Et donc, toutes les personnes que nous, on met en avant, qu'on valorise, à travers le magazine, le podcast, le congrès, l'académie qu'on a créée, ce sont que des personnes comme ça, en réalité, qui ont créé des outils qui fonctionnent super bien, qui ont été validés par des scientifiques pour certains, mais dont personne n'a entendu parler, quoi. Donc, j'ai envie de dire, haut les cœurs, il y a un champ qui est extraordinaire autour de nous, mais pour autant, il faut qu'on soit un minimum curieux et qu'on fasse des recherches aussi par nous-mêmes, qu'on aille sur un moteur de recherche, par exemple, dans des librairies, peu importe, sur Internet, etc. Sur YouTube, vous allez voir, ça regorge en réalité d'outils et d'informations. Donc, on a pris une bonne direction. D'ailleurs, même le ministère de l'Éducation nationale, globalement, le comprend et a pris une bonne direction. Il a compris, en fait, qu'il faut qu'on tente de plus en plus à cette notion de connaissance de soi. On forme les enseignants à la CNV, quand même, à la communication non violente. Donc, voilà, la direction est très bonne. Maintenant, il faudrait qu'on en reparle dans 25 ans, Inda, si vous le voulez bien, pour voir, en fait, vraiment toutes les évolutions qu'il y aura eu. Merci en tout cas, Julien Perron. Donc, on peut vous trouver sur votre site. Vous pouvez nous donner justement ces informations pour ceux qui veulent aller sur votre site et voir vos travaux, vos recherches, vos vidéos aussi, vos podcasts. Vous pouvez nous citer? Le plus simple, c'est qu'on a créé un site internet corporate qui s'appelle Innovation en éducation. Donc, vous allez dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Innovation en éducation, vous allez tomber sur la plateforme, et là, on a tout répertorié, donc le podcast, le congrès, le magazine, l'académie, etc., quoi. Et puis moi, c'est Julien Perron, vous tapez Julien Perron dans un moteur de recherche, et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir, les films que j'ai réalisés, les livres, une conférence TEDx que j'ai donnée, enfin voilà, c'est assez simple. Merci beaucoup Julien Perron. On vous dit bonne chance et merci d'exister et continuez justement à transmettre ces valeurs humaines. Merci, à très bientôt. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis sur RTV dans l'émission Interview, le portrait de Julien Perron. Merci, à très bientôt, au revoir.